Du SAES et Bouba Diop, professeur d'histoire et ancien médiateur à l'UCAD. Merci, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. Vous le savez, l'université encore a renoué, comme on dit, avec ses démons. Ces derniers jours, il y a eu beaucoup de problèmes concernant le campus social. L'UCAD aussi, au niveau de l'université aussi, toujours, pratiquement les mêmes problèmes reviennent avec mort d'étudiants, des étudiants qui se sont battus où il y a eu des problèmes. Ces derniers jours, il y a eu le campus qui a été décision du Conseil supérieur de l'université de fermer l'université il y a eu des discussions, on est revenu sur la décision. Bouba Diop, vous êtes médiateur, vous étiez l'un des médiateurs de l'université, ancien médiateur. Pourquoi on n'arrive pas à régler les difficultés à l'UCAD? Mais en fait, il faut dire que parfois il arrive qu'on règle les difficultés, mais la question c'est pourquoi les difficultés ressurgissent et pourquoi il y a beaucoup de dégâts quand ces difficultés effectivement réapparaissent. Je crois qu'il faut d'abord vous saluer. Merci pour l'initiative et en ce mois de Ramadan, après la fête de Pâques, rappeler que nous vivons dans un pays où la spiritualité joue un rôle très important. Un pays où il y a beaucoup de religiosité, mais un pays où il y a beaucoup de confusion et beaucoup d'hypocrisie. Quand il y a des problèmes, il faut s'asseoir, les régler à fond pour que ces problèmes ne ressurgissent pas. La dernière fois que je suis venu d'ailleurs dans vos locaux, c'était dans le cadre du centenaire du doyen Amadou Mokhtar Mbow. Et je me rappelle que parmi les idées forces, on avait insisté sur ce devoir de mémoire et sur la question de l'efficacité. La question de l'efficacité en relation avec les problèmes actuels. Et je pense que dans cette émission, je vais essayer de revenir sur ces éléments-là et en vous signalant que d'ailleurs, vous m'avez un peu piégé parce que si je savais que mon secrétaire général allait venir, en même temps, je n'allais pas venir. Mais là, on a invité le médiateur. Oui, voilà. Heureusement, d'ailleurs. Heureusement, je vais juste donc parler de ça. Pour ce qui est des problèmes maintenant qui ressurgissent, il faut dire que quand il y a des recommandations, il faut un plan de suivi, ce qu'en anglais les gens appellent aussi le monitoring. Il faut évaluer et chaque fois essayer de voir où est-ce qu'on en est. Malheureusement, chaque fois qu'il y a ces recommandations, je suis venu avec aussi bien les recommandations sur la concertation du supérieur, les assises également de l'éducation et sur les recommandations du premier gouvernement de Mamadou Dia. Rien n'a été appliqué depuis lors. Non, justement, le problème c'est que si on avait suivi toutes les réflexions, les recommandations issues des réflexions, on n'en serait pas là. Si vous voulez, on pourra dans le cadre du débat revenir sur ce qui avait été dit concernant le problème de la gestion des universités depuis le premier gouvernement de Mamadou Dia et en passant par les années 60 quand le doyen Amadou Mokhtar Mbow également a été ministre de l'éducation. On va y revenir. La question, c'est qu'à un moment au Sénégal, la question de la gestion, la gouvernance de l'éducation, il faut qu'on revienne là-dessus. En 60, le premier gouvernement, il y avait un ministre de l'éducation nationale. Oui, qui gérait tout. Voilà, il y avait certes un ministre de l'enseignement technique, professionnel et de la formation des cadres, mais sinon, effectivement, le système avait sa cohérence. Et malheureusement, ce n'est plus le cas. Et on va revenir sur toutes les réflexions qui ont été faites dans ce pays, y compris lors des assises sur la question de l'éducation, les assises nationales, sur la question de l'éducation. Malheureusement, il n'y a pas des évaluations, il n'y a pas de suivi. Il y a une instabilité chronique dans la gestion. Donc ça crée des problèmes. Mais vous avez raison, l'université a été secouée, mais il y a de bonnes idées. Et aussi, comment prendre en compte les bonnes idées? Au moment où on fait cette émission, je vous signale qu'il y a deux dynamiques. J'ai été consulté par des collègues qui sont en train de réécrire l'histoire de l'université de Dakar, pour être précis. Parce que c'est une université qui occupe une place particulière dans ce schéma. Et au même moment aussi, pour ce qui est du CUD, là où il y a les problèmes. Mais moi, depuis un an, je suis en train de suivre un travail qui est en train d'être fait par d'anciens étudiants sur l'histoire du CUD, les problèmes. Est-ce qu'on tire profit de tout ça? Et
je crois que c'est là où il y a un problème. Parce que cette réflexion, elle existe. On sait ce qu'il faut éviter, ce qu'il faut faire, et malheureusement, on ne le fait pas. Donc, il faut tourner la page. Cette crise, peut-être, elle est salutaire. Il faut tourner la page et faire en sorte que régulièrement, on évalue sur la base de toutes les recommandations qui ont été faites à l'issue des rencontres. Si on ne le fait pas, bien effectivement, c'est la quadrature du cercle. Et c'est comme dans le mythe de Sisyphe, on prend le rocher, on va jusqu'au sommet de la montagne, et puis effectivement, le rocher, et on continue jusqu'à quand. Donc il faut arrêter et réfléchir, suivre les recommandations et aller de l'avant. Si on le fait, le Sénégal peut s'en sortir, l'Afrique peut s'en sortir, et même le monde peut s'en sortir si on écoutait les porteurs d'enjeux et si, de manière consensuelle, les idées forces, on en fait des idées motrices, on en fait des idées qui sont suivies d'efficacité, et je crois que le monde serait heureux. Merci. Est-ce que c'est à cause de ça que l'université, que le système a ses limites, a trouvé ses limites, qui ne marche plus aujourd'hui? Merci beaucoup, Alsan. Je voudrais d'abord saisir cette opportunité que vous nous offrez pour lancer un salut fraternel d'abord à nos camarades, mais également aux enseignants, à tous les enseignants. Parce que partout où vous allez dans ce pays, dans les coins les plus reculés, vous y trouverez un enseignant qui est en train de faire donc son devoir vraiment. Donc je voudrais profiter de cette occasion pour les saluer et également pour leur souhaiter un Ramadan Mubarak. Alors, saluer également le professeur Bouba. Je vous ai dit tout à l'heure que, bon, ben, comme moi également, j'ai été un petit peu surpris quand j'ai vu l'affiche. Je me suis dit, bon, c'est déjà parti, mais sinon, j'aurais demandé que tout simplement le professeur Bobo Diop vienne, et puis parce qu'il a en tout cas donc, tous les éléments pour pouvoir entretenir ce débat. Alors, pour revenir vraiment à votre question, moi je voudrais l'analyser sous un autre angle. Parce que si je prends les deux termes du premier intitulé, les limites de l'université, du système, je voudrais, si je mets en opposition les deux termes, les deux définitions, quand vous définissez la limite comme étant un point où s'arrête l'action, et quand vous prenez l'université qui est un lieu d'acquisition du savoir et du savoir-faire, pour un pays qui est le Sénégal, où la population est extrêmement jeune, la population de moins de 15 ans fait à peu près 47%, la population qui est à moins de 20 ans fait à peu près 52%. Alors si vous mettez en opposition, ça devient un paradoxe. Parce que nous sommes en progression et on nous dit que est-ce que le système a atteint ses limites? Non, moi je pense plutôt que le système est inopérant. J'aurais plutôt tendance à dire que le système est inopérant. Pourquoi il est inopérant? Maintenant, pourquoi le système est inopérant? Alors il y a plusieurs éléments historiques. Il faut partir de l'histoire, comme a essayé de le faire tout à l'heure le professeur Bouba Diop. Je ne vais pas rentrer dans les discussions que nous aurons tout à l'heure par rapport à l'histoire, mais si vous prenez donc les dernières réformes ces dernières années qui ont été initiées au niveau de l'enseignement supérieur, il faut savoir que ces réformes, la plupart du temps, sont des réformes qui sont sous-tendues par une situation conjoncturelle. Or, quand vous avez une situation conjoncturelle, vous avez tendance à vouloir trouver une solution tout de suite pour régler le problème. Or, quand vous êtes dans cette dynamique-là, vous ne prenez pas le temps de faire une prospective et de voir comment est-ce que la situation qui est structurelle, de mon point de vue, comment est-ce qu'on peut régler cette situation structurelle. Alors, de ce point de vue-là, vous avez donc souvent des solutions qui ne sont pas opérantes, dans la mesure où il va y avoir un déphasage entre les objectifs que vous vous fixez et les moyens que vous devez mettre en œuvre pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Que ce soit donc des moyens humains, des moyens financiers, des moyens infrastructurels, tous ces moyens-là vont faire défaut. Et en même temps également, vous êtes dans la précipitation parce que vous voulez régler tout de suite donc, une situation conjoncturelle, mais ça, c'est antinomique. Donc, de mon point de vue, si nous voulons aller dans un système opérant, il faut effectivement que nous ayons cette culture de pouvoir faire donc des réformes, mais qui tiennent compte de l'avis des acteurs.
Parce que ces réformes sont destinées, c'est vrai, pour un système, mais ils sont également destinés à des acteurs, que ce soit donc les principaux acteurs, ce sont les étudiants et les enseignants. Les personnes administratives techniques et de services est un personnel d'appoint qui est important, mais les principales réformes, c'est surtout destiné aux enseignants-chercheurs, mais également aux étudiants. Et Mais de ce oui, point il de y a vue, eu quand même des réformes qui ont été proposées. Il y a eu les assises de l'éducation, il y a eu les assises nationales qui ont réfléchi. Vous voulez dire qu'en ce moment-là, que les acteurs n'ont pas été associés non, à cette réflexion? non, attends, il y a deux choses. Vous savez, il y a, comme le disait tout à l'heure le professeur Bouba Diop, il y a ce que l'on appelle, et ça je l'ai noté tout à l'heure, c'était la culture de l'évaluation. D'abord, la plupart du temps, quand vous prenez donc ces réflexions, nous avons ce qu'on appelle le phénomène du top-down. Ça veut dire que donc vous avez les autorités Qui réfléchissent et qui sans associer les acteurs. Disons, qui mettent Des les cloisons. grandes lignes et qui vont demander tout simplement que ces grandes lignes soient renseignées. Alors que la réforme, si vous voulez qu'elle soit opérante, il faut d'abord dire ce que vous voulez. Il faut d'abord faire une première politique qui est une politique d'explication de la réforme. Qu'est-ce que vous voulez? Vous passez par les acteurs, vous leur expliquez pour qu'ils s'approprient cela. Quand il y a une meilleure appropriation donc de ces réformes-là, il est beaucoup plus facile aux acteurs de pouvoir eux-mêmes expliquer et conduire ces réformes-là. Ça, c'est la première des choses. Mais la deuxième des choses également, c'est qu'il faut qu'il y ait une corrélation entre la réforme que vous voulez mettre en place, les objectifs que vous voulez atteindre, mais également les moyens que vous devez mettre en œuvre pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Ça également, c'est un élément extrêmement important par rapport à ça. La troisième chose de mon point de vue, c'est au niveau de l'évaluation. Parce que nous n'avons pas cette culture d'évaluation. C'est-à-dire, quand vous mettez en place une politique, il faut de temps en temps, à mi-parcours, évaluer ce qui a été fait pour voir est-ce que les résultats attendus sont atteints, est-ce que tout simplement il y a eu des manquements. Comment est-ce qu'il est possible donc de réajuster les choses? Mais cette culture d'évaluation, si vous ne la faites pas, mais il est tout à fait évident qu'on va toujours avoir donc des difficultés pour pouvoir conduire à bon port les réformes qui sont initiées. Professeur Bouba Diop, il y a des gens qui ont posé une question de fond. C'est la surpopulation au Sénégal aujourd'hui qui fait que la non-maîtrise de la démographie au Sénégal fait que les universités sont congestionnées parce qu'il n'y a pas eu de planification. Oui, mais le problème, Malik l'a dit, il faut partir de l'histoire d'une institution pour ne pas peut-être nous disperser parce que les revendications et les questions à régler sont tellement nombreuses que pour la méthode, on va se focaliser sur l'UCAD, qui est un indicateur extrêmement important. Je rappelle que les 10 points, c'est bon de les lire. Quelles sont les grandes orientations de la réforme de l'enseignement supérieur? Je cite. Premier point, élargir la carte universitaire par la mise en place d'établissements d'enseignement supérieur sur l'ensemble du territoire national et la réhabilitation des infrastructures dans les universités existantes. Vous avez vu que cette semaine, les problèmes, c'est ça. Deuxième question, développer des filières scientifiques et techniques, les sciences de l'ingénieur et les mathématiques, système en anglais. 3, utiliser les technologies de l'information et de la communication au service de l'enseignement et de la recherche, on peut y revenir. 4, faciliter la réussite de l'étudiant et accompagner son insertion professionnelle. 5, promouvoir le dialogue social et la paix dans l'espace universitaire en vue de créer un climat propice aux études et de la recherche. 6, favoriser la carrière des personnels enseignants et de recherche ainsi que celle des personnels administratifs, techniques et de services. 7, améliorer la gouvernance de l'enseignement supérieur et de la recherche. 8, donner un nouvel élan à la recherche et à l'innovation. 9, promouvoir le label étudié au Sénégal. Et 10, investir fortement dans l'enseignement supérieur et la recherche afin de donner les ressources humaines et créer les connaissances nécessaires à l'émergence. Voilà 10 points. Mais ce que moi j'ai reproché aux autorités, parce que ce sont elles qui ont décidé, suite à la concertation depuis 2013, sur 200 et quelques mesures consensuelles. On a dit que voilà les 10 points de synthèse qui résument. J'ai toujours posé la question. Est-ce qu'on est sûr que les 200 et quelques mesures se trouvent résumées dans ces 10 points? On ne me répond pas. Je dis,
Mais s'il y a des mesures auxquelles les autres acteurs accordent l'importance ne se trouvent pas ici, qu'est-ce qu'on va faire si ça soulève des problèmes? J'ai jamais eu de réponse. Je ne parle même pas du cadrage, comment on va faire le monitoring, mais d'abord cette question, est-ce que ça, ce qui est tout à fait intéressant, parce qu'on va y revenir point par point, si on ne le règle pas. Alors, votre question maintenant sur l'UCAD et même le nombre, Malik a raison, si on n'a pas 2% de la population d'un pays, c'est qu'on n'a pas encore atteint les objectifs de démocratisation et d'équité. On est loin de ça. Donc, le Sénégal n'a pas trop d'étudiants. Ça, le problème, c'est comment ça a été géré. Alors là, je vais donner des illustrations en formulant 2 regrets. Vous savez, le premier regret, moi j'ai participé avec d'autres collègues à l'élaboration de la carte universitaire. Vous savez que c'est avant ce régime-là, c'est avant même le régime du président Wade. Les premières réflexions, c'était de voir comment faire en sorte qu'il y ait une carte universitaire. Vous savez, à l'époque, la réflexion, je rentre pas dans les détails parce que c'est très long, on avait évoqué les cures, les centres universitaires régionaux. Moi j'ai vu ce genre de structure, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, ben, effectivement, il y a plusieurs offres de formation. Il y a des étudiants qui font 2 ans, après ils vont chercher du boulot. S'ils peuvent revenir, après ils reviennent. C'est pas ça. Il y a eu une déviation très grande du fait de la politique. Ouais. De la politique, d'ailleurs, mal inspirée. Qu'est-ce qu'on a fait? Rapidement, on a fait des cures, des universités. Ouais. Sans qu'il y ait de moyens. Or, quand vous rassemblez des jeunes, mais il y a le campus social, mais il y a le campus pédagogique, ces questions-là, vous ne les réglez pas et vous pensez que vous n'aurez pas de problème. Mais il faut être sérieux. Ouais. La gestion d'un pays, des gens qui parfois ne savent pas grand-chose de l'éducation, ils deviennent très puissants, parfois même plus puissants que les ministres. Et ce sont eux qui déterminent. Alors, ces déviations, on est parti de déviations en université. Le deuxième regret, prenons le cas de Dakar. Moi, quand il y a eu les débuts de réflexion sur la deuxième université de Dakar, même la deuxième université, je dirais, de l'espace Dakar-Thiès, pour élargir, parce que vous savez, à un moment, il y a eu même l'idée de l'université du futur africain, ensuite... mais là aussi, j'ai toujours dit, mais qu'est-ce qu'on veut atteindre comme objectif en créant cette deuxième université? Est-ce que c'est pour permettre que l'UCAD respire? Ou bien, non, ben, vous savez, les réponses qu'on donnait souvent de la part de certaines autorités académiques universitaires, c'est que, Bouba, vraiment, on veut faire quelque chose de tout à fait nouveau qui n'a rien à voir avec l'UCAD. Vous pensez que ça, c'est des réponses? Ouais. Alors, qu'ici, il y a beaucoup de monde, il y a des problèmes, on met au niveau du même espace, les 75 hectares, on met ensemble qui est qui, à la fois ceux qui ont fait presque 6 ans et ceux qui viennent d'arriver. Ouais. Et on n'a pas réfléchi sur comment faire pour que les étudiants, avant qu'ils viennent même à l'UCAD ou à Bambey, qu'ils puissent être informés. Ouais. Quel est le dispositif? Parce que la gestion de l'éducation, c'est quoi? C'est gérer, avant que les gens arrivent, gérer leur séjour. C'est planifier et gérer également leur sortie. Ouais. Planifier, anticiper. Où se trouve le plan pour ça? Et quelles sont les structures qui s'occupent de ces questions? Voilà, Alassane. Donc, excusez-moi si je lève le ton, mais je pense que quand même, ces problèmes, c'est des problèmes très sérieux. Et quand c'est l'argent du contribuable, quand c'est le destin de la nation, mais il faut quand même un peu plus de rigueur et un peu plus de sérieux. Donc voilà, ces 2 regrets-là. Et bon, l'université Amadou Mahtar Mbow existe, il n'a pas ses infrastructures. Dakar continue à avoir ses problèmes. Quelle est la cohérence, l'articulation dans tout cela? On fait comme si c'était deux mondes différents. Donc, vous avez raison, le problème, c'est un problème de planification, un problème de gouvernance, et c'est les questions essentielles. Et je reviendrai tout à l'heure sur les propositions des assises nationales du pays, eh bien, où beaucoup d'acteurs, je ne parle pas seulement des... On peut revenir même sur les assises de l'éducation. Toutes ces propositions ont été faites, mais il n'y a pas de monitoring, il n'y a pas de suivi. Et bon, quand il y a des crises, maintenant on appelle les gens. Bon. Et l'université continue à accueillir des jeunes. L'enseignement qui est donné n'est pas adapté aux réalités économiques et sociales du Sénégal. De ce fait, vous avez beaucoup d'étudiants qui sont en lettres, qui sortent, qui ne savent pas quoi faire. Alors, on parle d'emploi au Sénégal aujourd'hui. Alors, merci Alassane. Mais je pense qu'il y a d'abord, c'est ce que je disais tout à l'heure sur les objectifs qu'on se fixe quand vous faites une réforme. Alors, je suis totalement en porte-à-faux avec ceux qui pensent que le Sénégal a trop d'étudiants. Vous prenez l'Algérie, ils sont à 2 millions d'étudiants. Vous le rapportez à la population,
ils sont à peu près à plus de 3,5% de plus que le Sénégal. Le Maroc est à près de 400 000 étudiants. Le budget de l'Algérie destiné à l'enseignement supérieur, à l'éducation et à la formation est autour de 6 000 milliards, c'est-à-dire une fois et demie le budget du Sénégal. Au Maroc, ils sont à peu près 800 millions de dollars, c'est-à-dire à peu près 4 000 milliards, c'est-à-dire l'équivalent du budget du Sénégal. Donc, il est évident que nous, pour un pays ayant à peu près la même structuration dans la population, au Maroc, on est à environ plus de 15 universités, sans compter donc plus de 63 et quelques centres donc de recherche ou des structures d'enseignement supérieur. Au Sénégal, nous sommes à 8 universités, dont une université virtuelle. C'est le paradoxe. Ensuite, nous avons une population qui est très jeune. Cela veut dire quelque part qu'il y a un déphasage entre ce qui est clamé et la réalité. Ensuite, quand vous prenez la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur, on avait comme objectif de basculer dans les STEM. Les STEM, c'est-à-dire qu'il fallait promouvoir l'enseignement, disons, les sciences techniques dans l'enseignement. Mais pourquoi ça n'a pas été fait? Pourquoi? Regardez actuellement, quand vous regardez le nombre de bacheliers, plus de 70% des bacheliers sont des bacheliers littéraires. Alors que la réforme a eu lieu en 2013. De 2013 à 2021, qu'est-ce qui a été fait? Il n'y a pas eu d'application, il n'y a rien. C'est ça le problème, Alassane. Qu'est-ce qui a été fait pour qu'on aille vers les STEM? Ça veut dire que donc, les décisions ou les mesures qui devaient être prises en amont pour permettre qu'au niveau de l'enseignement secondaire, qu'on ait une redistribution donc des volumes horaires, des coefficients et tout, c'est-à-dire qu'une promotion donc de la culture scientifique, également donc des séries scientifiques au niveau de l'enseignement secondaire, n'a pas été fait. On continue à vouloir aller vers les STEM, ce qui est un paradoxe. Ça veut dire que donc, il y a tout un ensemble de choses qu'il faut faire en amont pour permettre donc d'aller vers ça, de réinverser donc les choses. Mais autre chose également. Mais est-ce que vous pouvez faire cette réforme-là dans l'enseignement secondaire, où la plupart de ceux qui enseignent sont des vacataires ou des volontaires? Mais c'est un tout. C'est un problème, ça. C'est un tout. C'est-à-dire que c'est pourquoi je vous disais tout à l'heure, pourquoi c'est pas fortuit quand je vous donne les budgets donc de l'Algérie et du Maroc. J'aurais pu en faire également pour la Tunisie. Mais c'est pour vous montrer tout simplement que entre ce qui est clamé et ce qui est réellement fait, il y a un grand déphasage. Ensuite, l'autre élément, c'est que, Alassane, si vous voulez avoir un enseignement supérieur de qualité qui permette aux étudiants de pouvoir sortir en ayant quand même une certaine compétence. Mais l'enseignement à l'université, il est basé sur un triptyque. Il y a l'enseignement théorique, il y a l'enseignement pratique, il y a également l'immersion dans le monde du travail. C'est-à-dire que les stages que les étudiants doivent faire dans le monde du travail qui leur permettent de pouvoir se conforter avec la réalité du terrain. Mais quel est aujourd'hui dans nos universités les dispositions ou les dispositifs qui sont mis en place pour satisfaire ne serait-ce que les deux premiers? C'est-à-dire que le premier, il est satisfait, l'enseignement théorique. Dans des conditions extrêmement difficiles où vous avez des amphithéâtres qui sont bondés. Mais l'enseignement pratique, quels sont aujourd'hui? Il y a une dépréciation. Moi, je suis au niveau de la faculté des sciences et techniques. Je vois comment les choses se déprécient. Moi, quand j'étais étudiant, pour mes travaux pratiques, je faisais à peu près 24 à 30 séances par année. Aujourd'hui, nous sommes à 12 séances, moins de 12. Ça veut dire qu'il y a une dépréciation, et cette dépréciation est liée à deux éléments fondamentalement. C'est parce que d'abord, il n'y a pas d'infrastructure, et également, il n'y a pas de moyens, c'est-à-dire que le dispositif technique pour atteindre les compétences qu'on veut avoir, ce dispositif n'est pas mis en place. Mais comment voulez-vous que maintenant, que nous ayons des étudiants qui sortent et qui deviennent opérationnels? Donc, le problème fondamental, c'est qu'il y a un décalage énorme entre la volonté affichée et les moyens et la réalité du terrain. Un décalage, ou bien est-ce qu'il n'y a pas au fond un sabotage de l'enseignement au Sénégal, de l'éducation au Sénégal, qu'on n'est pas préoccupé pour enseigner les jeunes, parce que peut-être que les pouvoirs publics ne veulent pas que les jeunes comprennent, qu'ils comprennent les enjeux, parce que quand ils comprennent, ils deviennent plus exigeants. Oui, Alassane, il n'y a pas une sorte de sabotage de Senghor jusqu'à Macky Sall aujourd'hui, de l'enseignement, de laisser les jeunes dans cette situation d'incurie.
Vous savez, Alassane, avec l'âge, on devient un peu plus assagi. Et moi, je ne parle même plus de volonté politique. Je le dis souvent à des amis. Je me demande des fois, est-ce que ceux qui dirigent ont la conscience? Je parle de ça, justement. Voilà. Parce que la volonté, on peut... L'enfer est pavé de bonnes intentions. On juge sur la base des faits. Et je voudrais, d'abord, sur votre question pertinente sur l'adaptation, est-ce que le type d'enseignement, est-ce que le système, il est bon et est-ce que ça permet de relever les défis? Je commencerai par une réflexion qu'on avait quand j'étais secrétaire général du SAES, c'est une réflexion sur l'avenir de l'école, des universités. Je me rappelle, à l'époque, on avait tous sorti un journal qui s'appelait Dynastie, et il y avait un grand patron de banque qui dit que lui, ce qu'il demande aux universités, c'est pas que les gens aient la tête bien pleine, mais que les gens aient la tête bien faite. Ça me permet de revenir sur un problème d'histoire. Vous savez que nous, notre génération fait partie de la génération qui a, j'aime pas le mot, qui a subi les orientations, mais vous savez, au début de l'université de Dakar, moi j'ai fait, quand j'étais au lycée, la série A1, du début à la fin, avec formation en latin, en grec, etc. Mais il y avait des gens qui faisaient A1 avant nous, mais qui ont eu des carrières brillantes en médecine. Oui. Vous savez qu'à l'université de Dakar, il y a un moment où il y avait ce qu'on appelle la propédeutique. Si un jour vous invitez le doyen Libas Diop, il pourra vous en parler un peu de cette génération. Donc, le problème, c'est quand on a l'intelligence et une bonne éducation, un bon cadre, mais on peut devenir ce qu'on souhaite devenir avec le soutien. Et je vais vous donner un autre exemple. J'ai eu, il y a quelques années, peut-être 5 ans ou 4 ans, à séjourner dans un endroit très précis que vous connaissez, peut-être, ça s'appelle JCO, donc là où on traite les zircons. Et où il y a le plus beau train là. Tous les jours, il y a beaucoup de zircons. Hein. Alors, j'ai été surpris, j'ai fait un séjour d'1 semaine. On m'avait sollicité en tant que donc expert sur la gestion des questions culturelles. Comment aider les gens à vivre ensemble avec un collègue tunisien. Et on a séjourné, on s'est réveillé à 4h du matin, on regardait les jeunes, on a vécu là-bas. Et vous savez, ma grande surprise, c'est de voir le nombre d'étudiants issus de l'université de Dakar. Et j'ai dit aux autorités, à l'époque, à mes collègues aussi qui étaient de la fondation Cheikh Anta de l'UCAD, il faut aller faire ce genre d'études pour voir ce que sont devenus nos étudiants. Alors j'étais surpris de voir que les étudiants, qui sont toujours là-bas d'ailleurs, vous pourrez faire un jour un reportage si vous donnez l'autorisation. Ce serait intéressant de voir à Taïba, voir un peu partout les gens qui sont sortis de l'UCAD. Hein. Alors qu'est-ce que j'ai remarqué? Il y a des étudiants qui viennent de la fac de sciences, bien entendu, qui ont fait géologie, qui ont fait beaucoup de choses. Il y a des étudiants qui viennent de la faculté de lettres. Un bataillon, des gens qui viennent du département d'anglais, des gens qui viennent du département de géographie. Il y a donc, il faut qu'on arrête cette affaire-là. Comme quoi, oui, au Sénégal, l'enseignement n'est pas adapté. Oui, d'accord. Mais le problème, c'est qu'on peut toujours améliorer le système, mais il faut des bonnes méthodes pour régler ce qu'on appelle les passerelles et permettre aux étudiants de gagner leur vie. J'en profite pour dire qu'il faut faire le bilan d'un certain nombre d'initiatives. Les CDP, Malik peut y revenir. Il y a eu des réflexions, mais qu'est-ce que c'est devenu tout ça? Je me rappelle, à l'époque, j'ai dit, la meilleure façon d'aider les étudiants, c'est de... Moi, j'ai fait 3 films. Le premier, c'est avec le doyen Ousmane Kamara. Le deuxième, c'est Cheikh Hamidou Kane. Et le troisième, avec un collègue qui est devenu médecin dans le privé. Je leur pose 3 questions. Comment vous avez fait pour venir à l'université? Deuxième question, mais votre séjour, comment vous avez pu réussir? Et comment vous êtes devenu ce que vous êtes? Et troisièmement, quelles recommandations vous donnez aux étudiants? Mais on n'a pas pris au sérieux ces propositions, ces films-là, je les ai toujours avec moi, le jour où on vous dit... Et on aurait pu le faire pour toutes les facultés, pour tous les instituts. Quel est le problème? C'est savoir comment aider les jeunes à devenir quelque chose, et devenir quelqu'un. Alors, pour terminer, si on veut régler les problèmes, je crois que tu as utilisé le mot, ou je ne sais plus si c'est Malik, il faut une démarche holistique, voir le problème dans leur
globalité. Oui, Moi, parce que j'ai posé la question de savoir, est-ce que la formation à la base, les classes d'initiation, les CI, est-ce que ceux qui forment les jeunes déjà à la base sont outillés pour le faire? Oui, je vais revenir. Et ça se répercute sur l'université. Je vais revenir sur le problème qui explique d'ailleurs la crise qu'il y a eu, l'étudiant qui avait donc épuisé ses cartouches. Vous savez, un moment, j'ai assisté à une crise très grave, des étudiants qui ont été très violents, qui ont quitté la faculté de lettres, qui sont venus à la fac de droit, le doyen ne voulait pas les recevoir, mais ils ont expulsé un collègue, ils l'ont brutalisé. J'étais surpris, je leur ai dit, mais qu'est-ce que vous faites? Ils sont venus me voir ensuite, je leur ai dit, mais vous savez qu'est-ce que vous avez fait là? Et puis il dit, oui, mais personne ne veut nous reconnaître. C'est donc des cartouchards qui étaient là à l'université et qui ont été d'une violence terrible. Personne ne veut les écouter. Je dis, mais qu'est-ce que vous voulez? Je demande à la secrétaire de leur donner 4 fiches. Quels sont les étudiants qui ont épuisé leurs cartouches, qui sont là, qui ne font absolument rien? Est-ce qu'ils veulent retourner au niveau de leur département? Est-ce qu'il y en a qui veulent changer de fac? Et est-ce qu'il y en a qui veulent du travail ou une formation? Je me rappelle à l'époque, parce que quand on faisait les réunions, toutes les réunions, le lundi, il y avait le campus social, le campus pédagogique, on discutait quels sont les problèmes. Chaque lundi, on le faisait. Et le patronat, il y a eu des gens qui sont venus parce qu'ils ont fait l'université, paix à son âme, le doyen Pabna Lafal. Il venait, il a donné ses conseils, il a voulu aider. Et ça a marché à l'époque. Khalidou Diallo, à l'époque, il était ministre. J'ai dit, mais il y a des étudiants qui sont cartouchards. Vous êtes en train de prendre des gens qui ont le brevet. Mais est-ce que ces étudiants-là qui ont fait 2 ans à l'université, vous ne pouvez pas en prendre? Mais il y en a aujourd'hui qui sont dans le système éducatif. Donc, je pense que les solutions ne manquent pas, mais il faut des dispositifs, des mécanismes, et comme tu dis, être conscient que si on ne règle pas les problèmes, ça va exploser. C'est clair. C'est ça à mon avis. Donc, les intelligences existent, l'intelligence collective, il y a beaucoup de choses à faire, mais il faut qu'on mette aussi les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Les assises nationales ont insisté sur le choix des personnes, comment ça doit se faire, mais il faut éviter que ce soit sur la base du copinage. Et c'est ça le problème. Merci. J'ai suivi la fois dernière une vidéo qui parlait de l'enseignement en Corée. Comment l'enseignant en Corée est respecté. Et c'est l'emploi le plus difficile d'accès en Corée. Parce que c'est pourquoi d'ailleurs la Corée peut faire aujourd'hui Samsung, peut faire beaucoup de choses, parce qu'il y a un système éducatif qui est très très bien géré, il y a eu beaucoup d'argent qui a été injecté, la recherche est privilégiée. Mais chez nous, on a l'impression que voilà, on gère au bonheur de la chance l'université. Mais malheureusement, c'est ça le constat. Mais je voudrais revenir quand même sur un certain nombre d'éléments, Alsan. Vous savez, quand vous voulez avoir un système d'enseignement performant, il y a d'abord une certaine cohérence qu'il faut rechercher. Je pense qu'on en avait parlé une fois au téléphone. Je vous avais dit qu'il y a la recherche de la cohérence dans le système éducatif qu'il faut faire. Vous savez, le professeur Boubou l'a dit tout à l'heure. Au début des indépendances, nous avions 2 grands ministères. Le ministère de l'Éducation nationale et un peu le ministère de l'enseignement technique et de la formation. Des cadres. Moi, aujourd'hui, on m'aurait demandé mon avis. J'aurais changé les choses. Ouais. C'est-à-dire, j'aurais tout simplement tendance à faire 2 grands ministères. Lesquels? Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation et le ministère de l'Enseignement supérieur, de la formation professionnelle, de la recherche et de l'innovation. Pourquoi? Pour avoir une cohérence dans les dispositifs. Le ministère de l'Éducation et de la formation s'occuperait de tout ce qui est pré-bac. Et le ministère de l'Enseignement supérieur, de la formation professionnelle, de la recherche et de l'innovation s'occuperait de tout ce qui est post-bac. Parce que c'est aberrant quand même d'avoir des jeunes qui ont 18 ans, qui ne savent pas travailler leurs mains, qui ne peuvent rien faire avec. C'est là où, pour moi, la réforme doit, disons, aller. Si vous prenez, par exemple, le schéma que je vous ai proposé tout à l'heure, au niveau du ministère de la formation, vous allez avoir la possibilité, soit de 2 choses. Avoir un ministère et deux ministères délégués, ou bien aller vers des directions de plein exercice qui consisteraient à avoir une direction de l'enseignement préscolaire, une direction de l'enseignement primaire, secondaire, moyen secondaire, de la formation professionnelle et de l'alphabétisation. Ce qui fait que donc, les élèves qui entrent dans le système, au CI, préscolaire, CI, qui arrivent au CM2, en classe de CM2, il y a 2 possibilités ou 3 possibilités. Soit ils échouent, ou bien ils abandonnent en cours de route, ou bien ils passent en classe supérieure.
Mais il faut récupérer ceux qui abandonnent. Et ceux qui, en classe de CM2, ne parviennent pas à avoir leur entrée en 6e. Il faut mettre à côté les centres de formation, disons le centre des métiers. Ce qui fait que ces étudiants-là, dans le cadre de l'éducation obligatoire de 10 ans, parce que ça également c'est quelque chose à laquelle donc le Sénégal a souscrit. Donc, c'est pourquoi vous voyez un peu les élèves, ils partent donc de la 6e jusqu'en classe de 3e avant d'être libérés. Donc, ces élèves-là, on les récupérerait avec donc des centres de qualification professionnelle, mais pendant 4 ans. On leur apprendrait des choses, ils sortiront avec des métiers. Ceux qui passent en classe de 6e secondaire jusqu'en classe de 3e, la même chose. Soit ils réussissent, ils ne réussissent pas, vous les mettez dans des centres de formation professionnelle pour avoir le CAP. Ceux qui arrivent également en classe de seconde, à partir de la seconde maintenant, il faut que l'élève choisisse un métier pour dire que moi je veux par exemple faire maçonnerie ou je veux faire ceci. Mais entre la seconde et la terminale, il fera ce métier-là, on lui apprendra donc les BAB de ce métier. Mais s'il arrive au baccalauréat et qu'il obtient son bac, il peut aller dans les lycées professionnels ou bien il peut aller à l'université. Mais s'il ne réussit pas, là, avec le métier qu'il avait, on le consolide et on lui donne son CAP. Ça veut dire que donc, dès que l'élève entre en classe de 6e, jusqu'en classe de terminale, il est sûr et certain qu'il aura une qualification. Maintenant, pour l'enseignement secondaire, supérieur, il faut supprimer la direction générale de la recherche. Parce que pour moi, c'est ma compréhension. Quand vous prenez le programme budget au niveau donc, de l'enseignement supérieur, mais il y a la direction générale de l'enseignement, le directeur général de l'enseignement supérieur qui va être l'administrateur. Alors, la recherche va être là, le directeur général de la recherche va être là, mais il ne va plus administrer de crédit. Ça veut dire que donc, si vous créez une direction générale de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation... Sans crédit. Mais vous créez tout simplement une direction générale de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, avec maintenant des directions. La direction de l'enseignement public, mais qui va être en rapport direct avec les vice-directeurs chargés de la pédagogie dans les universités, avec également les directeurs des centres des œuvres universitaires et les présidents d'amicales pour gérer un peu l'aspect, éducatif et également dans l'enseignement supérieur. Il y a également la direction donc, de la formation professionnelle qui va s'occuper de tout ce qui est ISEP et de tout ce qui est lycée technique. Ce qui fait que cette direction-là va carrément aller dans... d'autant plus qu'au niveau de notre corps, de notre architecture, nous avons le corps des professeurs techniques qui peuvent être carrément recrutés au niveau de ces ISEP, mais également au niveau de l'enseignement technique. Ensuite, vous avez la direction de la recherche qui va aider l'innovation maintenant, qui va être en rapport direct avec les vice-directeurs chargés de la recherche au niveau des universités, ce qui permet d'avoir une cohérence dans la politique de la recherche avec des réunions régulières qui se tiennent. Ensuite, vous pouvez avoir maintenant la direction de l'enseignement privé et également la DAG. De mon point de vue, parce qu'aujourd'hui, si le président de la République, par exemple, veut aujourd'hui établir une politique de l'emploi, mais il est obligé de mettre les 3 ministres en commun. Mais ces 3 ministres n'ont pas les mêmes objectifs. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir une certaine incohérence dans la politique. Donc, pour être cohérent, soit on retourne à l'ancien système qui consisterait à avoir carrément un ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement primaire jusqu'au niveau de l'enseignement supérieur, et également donc un ministère de l'enseignement professionnel et technique, ou bien vous créez carrément, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, ces 2 schémas qui peuvent nous permettre en tout cas d'avoir des élèves, en tout cas une population qui sort avec une qualification. Ouais. Mais ce qu'il a proposé, pour que ça marche, il faudrait qu'on puisse choisir les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Le problème du Sénégal, c'est ça aujourd'hui. Les ressources humaines qu'il faut à la place qu'il faut. De ne pas politiser les postes et mettre là-bas des gens qui sont compétents pour faire le travail. Absolument. Je crois que Malik a posé des principes extrêmement importants. Je suis d'accord sur tout ce qu'il a dit à propos des valeurs, à propos des éléments culturels. J'ajouterai que le problème des langues qu'il faut donc promouvoir, tout cela permet de réajuster, de déconnecter pour reconnecter. Je m'explique. Le problème qu'il pose, c'est les problèmes de fond. L'éducation, c'est un droit. Je crois que les syndicats, les ONG et même les gouvernements, parce que quand tu lis
le premier document dont je parle, le gouvernement du président Mamadou a insisté sur cette question-là. Les problèmes de justice, la question des équités, le problème de discrimination même positive, parce que vous savez, les internats à l'époque, également le problème des bourses, tout ça c'est dans l'éducation. Et la question du financement, des moyens. Nous, on parle de l'éducation publique. Et le budget de l'État, il doit être consistant et bien géré. Vous avez raison. Le gouvernement a son mot à dire, un gouvernement, mais il y a la fonction de service. Il faut trouver des moyens additionnels. Les structures peuvent générer et on peut générer des ressources. Il faut bien les gérer. Là aussi, si vous mettez à la place des mange-mille, effectivement, c'est la catastrophe. Et enfin, il y a également l'apport solidaire. Ça peut être le privé, ça peut être les familles. Tout ça, c'est dans le système. Maintenant, il faut rappeler qu'au niveau des assises de 2008-2009, je ne parle pas des assises de l'éducation, je parle des assises nationales qui concernent la gouvernance économique, politique. Voilà ce qui est dit. Il y a 4 mesures. 1, il faut refonder le système éducatif à tous les niveaux. Ce qu'il vient de dire. À la suite d'une large concertation nationale afin qu'il réponde à l'exigence de qualité, à nos valeurs humaines, sociales et spirituelles, aux besoins du développement économique et social et à la nécessité de former des citoyens animés d'un haut degré de sens moral et de probité et suffisamment dotés d'un esprit scientifique et d'une forte imprégnation de connaissances technologiques. C'est le numéro 1. Numéro 2, il faut réorganiser les structures chargées de la mise en œuvre de la politique gouvernementale, notamment sous l'égide d'un ministère unique chargé de l'éducation. Les assises ont été même plus radicales que Malik, qui voit 2 ministères. Ça peut se discuter parce qu'il y a plusieurs manières de régler le problème, effectivement. Il peut y avoir même 3. Mais l'essentiel, c'est que est-ce que ça coordonne tous les jours ? Cohérent, oui. Est-ce que effectivement, il y a des directeurs ? Ça, à la rigueur, on peut être souple sur le nombre de ministres. Troisièmement, réduire les disparités importantes entre les zones urbaines et rurales et à l'intérieur des zones urbaines et mener des actions décisives pour diminuer le taux de redoublement et le chômage des diplômés qui atteint des proportions importantes. Et enfin, réduire de manière décisive l'inégalité des chances devant l'instruction qui s'opère en double niveau, exclusion des enfants qui ne peuvent pas accéder à l'école, mais aussi persistance et développement d'une école à 2 vitesses. Mais ce cadrage-là, mais ça, un esprit doué de raison ne peut pas mais rien n'a été fait. Mais le problème, comme vous dites, en Wolof, on dit souvent gagner des 6. Si tu n'es pas d'accord avec eux, si tu n'es pas du bord, ben, effectivement, on ne choisit pas les gens. Toujours qu'il faut. Il faut faire des appels de candidature. Ouais. Il faut choisir les meilleurs profils et effectivement leur donner les moyens et que les gens travaillent en équipe. Ça ne doit pas être tout simplement des gens qui plaisent à M. le Prince ou à M. le Roi. Non, ce n'est pas possible. Absolument. Et que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau académique, il faut des gens qui acceptent de transformer l'édifice pour que chacun puisse en profiter. Sinon, effectivement, dans 3 mois, vous allez nous appeler, on va discuter encore de la crise qu'il y a eu dans tel ou tel secteur. Il faut le tableau général et essayer de résoudre les problèmes. Et il a posé aussi l'autre problème fondamental, c'est l'évaluation de ce qui a été fait pour savoir si ça a avancé ou pas, pour savoir s'il y a des résultats ou pas. Mais on a l'impression qu'à chaque fois, on fait des tafiengels, et puis on retourne encore, on reprend les mêmes, une sorte de quadrature du cercle. Mais Alassane, c'est ce que nous avons dit à l'entame de nos propos. C'est-à-dire que nous n'avons pas cette culture de l'évaluation. C'est un drame, ça. Et c'est partout au Sénégal, dans tous les secteurs. Oui, on n'évolue pas. On met beaucoup d'argent, on ne sait pas à quoi l'argent a servi. Tout à fait, parce que nous n'avons pas cette culture de l'évaluation. Parce que vous savez, dans la gestion d'un pays, il faut dichotomiser les choses. Il y a la politique, qui est une activité noble. Mais il y a également l'activité de développement du pays. Et ça, elle doit être cette activité-là bâtie sur des principes. Des principes directeurs sur lesquels nous devons tous nous adosser. On est beaucoup plus dans la politique. Même dans notre système d'enseignement supérieur, vous avez ici, vous prenez le système d'enseignement supérieur, vous avez beaucoup de ministères qui sont sparsés, mais qui sont soit donc des ministres politiques ou des ministres qui sont politico-affairistes. C'est ça la réalité. Il y en a qui sont politiques,
d'autres sont des affairistes. Et malheureusement, on n'a pas les mêmes objectifs. Parce que l'objectif d'un ministre de l'enseignement supérieur, mais c'est de mettre en place, parce que l'enseignement supérieur, il est dynamique. Parce qu'il répond à des, exigences liées à l'évolution du monde. C'est pourquoi c'est très dynamique. Les formations doivent être évaluées régulièrement pour savoir est-ce que ces mêmes formations sont pertinentes ou non, est-ce que le même dispositif est pertinent ou non. Donc il y a une évaluation. Au moment où on parle de l'intelligence artificielle, non, la 5G entre autres. Tout à fait. Donc c'est pourquoi il y a une adaptation qui doit se faire par rapport aux exigences internationales, et cela ne peut être fait que quand vous avez un ministre qui a une vision. Mais quand vous avez un ministre qui a un objectif ou des objectifs, c'est totalement différent. La vision, c'est ça qui doit guider, qui doit être donc le soubassement donc de notre politique. Et c'est ça, et c'est là où quand vous avez une vision, vous allez avoir la possibilité donc de dichotomiser la partie qui est une partie politique, mais également la partie qui doit être une partie patriotique et purement, disons, pratique, et qui permet tout simplement donc d'atteindre les objectifs qu'on se fixe. C'est dommage de le dire, mais malheureusement, c'est ça qu'il y a dans notre système. Nous avons quelquefois des ministres qui sont affairistes ou politico-affairistes. Ouais. Mais certains déplorent aussi le niveau de certains étudiants. Et c'est pour la question comment ces gens ont pu accéder à l'université. Certains, pas tout le monde. Hein? Oui, on est rattrapé par les politiques. Vous vous rappelez, hein, Alsan, je pense qu'à l'époque, vous devez être... L'ajustement structurel je ne sais plus. Dans le lycée, je ne sais pas, quand il y a eu les ailes de dinde, vous vous rappelez également les différentes politiques liées au programme d'ajustement structurel. Même au niveau du supérieur, on subit actuellement les contre-coups quand vous restez 10 ans sans recruter, ou quand vous recrutez également sur la base de traditions qui ne sont pas des traditions académiques, les quotas sécuritaires, tout ça, on est en train de subir cela. Et ça justifie d'ailleurs ce que Malick a proposé. Il faut que le système soit cohérent. Parce qu'aujourd'hui, les collègues du supérieur, on a assisté à une rencontre tout récemment où beaucoup de collègues du supérieur se plaignent du niveau de langue en français, bien entendu, des étudiants, mais des fois aussi, ça peut être du niveau de langue même en pulaar ou en wolof. Parce que quand c'est pas clair dans ta tête en wolof, ça ne sera pas clair en français non plus. Donc, parce que certains disent même que des professeurs sont obligés des fois d'enseigner en langue nationale, oui, pour que les étudiants puissent comprendre. Voilà, maintenant comment cet étudiant va maintenant rendre ça en français à partir du moment où il est évalué en français. Donc le système n'est pas cohérent. C'est pour ça qu'on parle de refonder le système. On peut passer du wolof au français. Moi, j'ai passé toute ma vie à traduire des langues. Donc, mais ça s'apprend. Hein, comment on traduit d'une langue à une autre? Les interprètes, c'est les professionnels. Donc, les enseignants peuvent régler tout cela, mais à condition qu'on règle le problème de la mémoire. Qu'est-ce qui a été fait de bien? Deuxièmement, il faut faire l'état des lieux. L'état des lieux, ça a été fait, mais on peut chaque année, on peut voir les points. Ensuite, il faut des propositions fortes pour changer. Et comme Malick l'a dit, il faut évaluer régulièrement, réajuster régulièrement, et puis mesurer les impacts. Et ensuite, faire des innovations. Le système, il est comme ça. Et le système, c'est pas seulement à partir du moment où les étudiants viennent, mais les étudiants, avant qu'ils viennent, il faut leur expliquer ce que c'est l'université. Est-ce qu'on le fait? Donc, je crois que c'est un travail en chaîne et il faudrait effectivement se dire que les problèmes sont là, mais les solutions aussi existent. Il faudrait tout simplement... Qu'il y ait une volonté politique de régler les problèmes. C'est ça le problème. Et surtout la conscience. Ouais. Moi, j'ai surtout la conscience. Ouais. Non seulement la conscience, il y a la conscience, prof. Ouais. Mais ça dit qu'il faut également qu'il y ait du sérieux. C'est ça. Prenez ensemble ce qui se passe. L'une des raisons pour lesquelles nous avons décrété 72 heures de grève non renouvelable la semaine dernière, c'était quoi? Mais l'un des problèmes, c'est la question des textes et la question donc des infrastructures. Les textes sont là. Ça dit qu'on s'est doté d'une loi pour mettre en œuvre tout simplement les décrets d'application. On est obligé d'attendre 5 ans. Vous avez des infrastructures qui sont construites. Pour que ces infrastructures-là soient livrées, il faut 5 ans, 10 ans. Pendant ce temps-là, ces infrastructures ont été dimensionnées suivant une époque bien déterminée, et vous les livrez 10 ans après, au moment où vous avez eu une croissance multipliée par 3 ou par 4.
C'est ça qui pose donc les La problèmes. démographie, oui. Quelles sont les priorités? Donc, et ça, ce sont parce que aujourd'hui, on est en train de faire croire à M. le Président de la République que l'enseignement virtuel à distance est une panacée. C'est faux. Il faut pas qu'on l'enferme Il y a dans beaucoup ça. de problèmes, oui. Non, si c'était ça, au niveau donc des pays occidentaux, européens, ils seraient tous dans l'enseignement à distance. Donc il faut qu'on fasse attention. C'est un appoint, mais c'est pas la C'est solution. un appoint. Mais ensuite, mais il ne faut pas qu'on tombe dans les mêmes travers que ce qui nous est arrivé avec la réforme LMD. Ouais. On a voulu précipiter les choses pour aller vers une réforme, elle est inopérante. On a beaucoup de difficultés. On veut aller également vers l'enseignement à distance, on n'a pas de problème. On n'a pas encore réglé les moyens de le faire. Ouais, le temps qu'on nous est parti est terminé. Mais vraiment, merci infiniment à Bouba Diop, secrétaire c'est général nous qui vous remercions. de médiateur de l'université, ancien médiateur. Merci à Malik Fall. Merci beaucoup. Le temps est peu, mais l'université est importante. Je pense qu'on doit faire beaucoup plus de sérieux pour gérer l'université. C'est l'avenir du pays et l'État doit mettre les moyens qu'il faut pour que l'université soit une université de développement et de performance pour le Sénégal. J'avais juste un appel à faire. Très rapidement. Mais c'est un appel tout simplement en direction des collectivités locales. Le monde est dans une démographie galopante. Nos terres, il ne faut pas les vendre. Il faut prévoir pour les universités. Souffle, kenn du ko jaay, da nga koy louer ba nga ablé ko. Ben, le défi de la sécurité alimentaire passera par ça. Le deuxième élément, c'est le défi de l'eau. Nous avons suffisamment d'eau parce que le Sénégal est bâti à 80% sur le bassin sédimentaire. Mais nous avons d'énormes réserves aquifères. Mais il faut gérer cela par des politiques d'assainissement pour ne pas que cette nappe phréatique soit contaminée. Ensuite, je m'en arrête là. Merci, le temps que vous étiez à son temps va vous tirer les oreilles. Merci d'avoir été avec nous. Merci et toutes nos excuses pour avoir un peu grignoté du temps qui nous est imparti. Merci. Au revoir. Vous écoutez e-Radio 80.